Oui. C'est parti. Dans le cadre des voisinouilles du festival du premier roman de Laval, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Beata Oumoubiéli-Mérès pour Tous tes enfants dispersés et Salomé Berlon-Gilles pour le premier qui tombera. Pardon. C'est un lapsus révélateur. Donc, elles vont nous lire chacune un extrait de leur livre. Donc, si tu veux commencer. Samora a longtemps voulu être plus blanc que blanc. Personne n'y croyait, mis à part lui. Dans le petit village du Médoc où il a grandi, pourtant, ça n'était pas les plus petits noms le renvoyant à son statut de nègre qui manquait. Mais il avait choisi de vivre dans le déni. Ce n'est qu'une fois atteint l'âge adulte qu'il a changé de couleur, ou du moins accepté celle qu'on lui avait assignée. Il disait avoir eu une épiphanie en arrivant en ville, à Bordeaux, où il avait eu accès aux textes de Césaire et Fanon pour la première fois. C'est moi qui ai choisi ma condition, oui, pas les autres qui me l'ont imposée, aime-t-il encore à répéter. Je le laisse parler, si ça peut l'aider de voir les choses ainsi. En réalité, il ne peut véritablement être ni l'un ni l'autre, et c'est là tout son drame. Il fait partie de ces gens qui pensent que la vie se trace uniquement avec des lignes et des angles droits, ignorant toute la latitude qu'offrent les courbes, les renflements cachés, les bulles qui prennent la tangente, feignant de ne pas voir la monotonie atroce des parallèles. Comme si les métis pouvaient jamais choisir entre blanc et noir, comme si un enfant pouvait jamais n'être que la mère, le père. Même parti, même absent, ou peut-être surtout quand il s'est évanoui dans la nature, sa couleur nous colle à la peau. Son absence nous marque le front, nous écorche de l'intérieur, créant dans notre corps un flux tourmenté de sang mêlé. Ce sont les autres, ceux qui croient avoir le luxe d'être monochromes, d'être indivisibles, fondus dans la masse rassurante de leurs semblables, qui nous somment de choisir, nous assignent, nous crucifient. Toi aussi, tu m'as souvent crucifié, maman. Chaque fois que tu disais « ça, tu ne peux pas le faire, n'oublie pas que tu es blanche. Tu ne sais pas danser. Assieds-toi. Ton estomac n'est pas assez solide pour louche-bois-bois. Prends plutôt un Fanta. Si tu fais des tresses comme ça, on verra ton crâne trop clair. Si tu viens en marché avec moi, tu feras augmenter les prix. » Mais il arrivait que parfois tu oublies de me rappeler à ma différence, que tu me laisses n'être rien d'autre que ton enfant, juste une fille, à laquelle il faut apprendre à cacher ses cuisses ou ses seins naissants, à marcher à petits pas mesurés comme n'importe quelle autre Rwandaise bien éduquée. J'aimais ces moments où tu disais « vous » en parlant de ma cousine Francine et moi, indifférenciées, quasi jumelles, nées la même année, réglées la même année. Nous étions devenus des proies pour les hommes ensemble, une source d'inquiétude pour nos mères le même jour. Francine est sans doute la seule qui ne m'ait jamais rappelé que j'étais différente. Est-ce parce que sa mère nous avait allaités et sevrés en même temps ? Ma tante nous raconterait plus tard comment elle nous installait l'une à gauche, l'autre à droite, comment nous gardions les yeux rivés l'une sur l'autre en tétant boulement scellés qui semblaient ne jamais devoir se tarir. Quand vous n'étiez pas accrochés à ma poitrine, vous partagez tout ce que vos premières dents tardives poussées pouvaient mâchouiller, une banane, une patate douce, une tranche d'avocat. Jamais vous ne vous disputiez les morceaux entre vous. Et vous aviez très vite appris à faire front ensemble contre les attaques de Thierry et Tarsis, mes aînés, qui tentaient souvent de s'approprier votre part. Il se tisse parfois dans le ventre des histoires dont l'esprit n'a pas conscience, maman. Francine et moi avons bu le même lait exactement au même moment. Le jour où elle a été tuée, j'ai vomi sans discontinuer du matin au soir. Mon estomac ne pouvait rien garder. Je venais juste d'arriver en France, j'ai pensé sur le moment que c'était le changement du régime alimentaire qui en était la cause. Mais quand j'ai appris plus tard comment les miliciens lui avaient ouvert le ventre, celui qui avait digéré le même lait que moi, j'ai compris. Tu vois, ici, des gens arrivent d'ailleurs depuis toujours. Des Italiens, des Russes, des Portugais, des Marocains, des Maliens. Les langues des pères et des mères ont été transmises sur une ou deux générations.
elles ont parfois été coupées très vite parce qu'il fallait que les enfants deviennent de vrais Français. Les noms, qui se passent officiellement des pères aux enfants, ne peuvent s'effacer complètement. Même tronqués comme les Ian de certains Arméniens, ils restent et se diffusent dans le corps social avec plus ou moins d'indifférence, plus ou moins de crispation. Les mariages aident parfois à brouiller les pistes. Les filles se glissent dans des noms français avec le soulagement de ne plus s'entendre écorcher ou le regret d'abandonner un peu en s'effaçant beaucoup. Mais ce qui reste le plus longtemps, maman, et je m'en suis rendu compte très vite, c'est la mémoire du ventre. Les descendants d'un même lointain ancêtre, enterrés à Alger, à Cracovie, à Dakar ou Barcelone, créent, en perpétuant des saveurs apportées dans les valises de l'exil, en se transmettant des recettes de mère en fils ou en fille, une communauté de goût qui jamais ne cède à l'anéantissement des origines. Même lorsque la nostalgie s'est tarie, que les vieilles photos jaunies n'intéressent plus la dernière génération, demeurent des mets qui racontent encore, dans la langue d'aujourd'hui, les effluves de l'enfance, les fêtes et les rires d'accents tapis au tréfonds des blessures, des ruptures, des silences qui ne disent pas leur nom. Toutes ces malédictions ancestrales et ces contes désuets qu'une épice suffit à ressusciter. Quand je suis arrivée ici, j'ai tout de suite cherché les lieux où retrouver le goût du pays, mais rien n'y correspondait, ni les plantains sucrés des Antillais, ni le foufou des Camerounais ne pouvaient imiter les bananes que tu préparais avec des arachides fraîchement écrasés et des aubergines blanches ou le bougari au sangala séché des fins de mois qu'il fallait arrondir. J'ai appris à cuisiner français avec des produits français et mon ventre, en se gonflant, vous a un peu oublié. Samora, lui, n'avait jamais mangé que la cuisine de sa mère, médocaine depuis 10 générations. Une relation sans lendemain avec un jeune Martiniquais venu faire son droit à Bordeaux avait un temps détourné d'une vue bien d'ici. C'est le fils qui avait décidé que son père était un futur avocat. En réalité, la mère ne lui en avait jamais rien dit d'autre que c'était un étudiant, à la fin de l'année, il m'avait dit qu'il s'en irait dès le début de l'été. Samora avait tout fait pour l'ignorer, 20 ans durant. Puis un jour, par un étrange retournement qu'il n'avait su m'expliquer, il avait voulu donner un nom, un visage, une histoire à cette absence longtemps niée. Sans succès. C'est dans cette quête désespérée qu'il se forgea sa nouvelle identité. Quand je suis arrivée à Bordeaux, j'ai réalisé combien les gens trouvaient étrange que ce qu'ils considéraient comme une noire puisse se prénommer Blanche. Alors, je me suis fait appeler Barbara, à cause de la chanson. Cette histoire de fille qui arrive trop tard pour pardonner à son père. C'est faute d'avoir retrouvé ses origines noires que Samora a décidé de changer de prénom. Il a choisi celui-ci en hommage au leader de l'indépendance du Mozambique, Samora Machel. Mais surtout parce que Madiba et Sankara avaient été déjà choisis par ses amis. Il a définitivement effacé le prénom que sa mère lui avait donné. Moi, j'ai gardé Blanche pour la vie privée, pour l'amour et pour le chagrin. Je me demande ce que tu diras de lui la première fois que tu le verras, maman. Je te connais. Tu sortiras un de tes jugements cinglants et sans appel en Kinyarwanda, comme ceux que tu m'as offerts durant mon enfance, tout en lui parlant et lui souriant, avec ton meilleur français. À moins que tu ne sois sincère. J'ai eu l'impression en te voyant l'année dernière que tu avais lâché un peu de lest, que tu avais perdu un peu de cette rigidité qui te gardait autrefois constamment sur le qui-vive. Peut-être as-tu compris qu'il ne servait à rien de cacher ses émotions. Tu glissais toujours ce proverbe dans les sermons que tu nous faisais pour nous apprendre la vie sociale. Si quelqu'un te cache qu'il te hait, cache-lui que tu le sais. À quoi cela nous a-t-il mené, tous ces sentiments camouflés? Si nous avions accepté de regarder en face la gêne qui montait dans les regards, peut-être aurions-nous fui à temps, mais pour aller où? Les pays frontaliers étaient déjà peuplés de milliers de Tutsis
qui n'en pouvaient plus de leur vie d'exilés. Je sais. Notre sort était entre d'autres mains. Et ces proverbes étaient votre façon à vous, les adultes, de déguiser vos peurs depuis longtemps tapies sous un vernis de sagesse. Vous évitiez de nous parler des pogroms des années 60 et 70. J'essaie parfois de démêler pour Samora les chevaux de notre histoire. Je lui dis que ce n'est pas parce que nous sommes africains que ça doit être caricatural. Que chez nous aussi, c'est compliqué. Et que ça l'est d'autant plus que pendant un siècle, ce sont les autres, les Occidentaux, qui nous ont raconté notre destinée, qui ont écrit notre récit national, l'ont pétri de clichés et de mythes éculés. Mais peut-être verras-tu en Samora, quand je te le présenterai, ce que j'ai tout de suite deviné. Mon double, métisse comme moi, échoué sur les rives d'un fleuve d'hypocrisie, celui d'un siècle qui a vu des hommes aimer une nuit, une vie, des femmes à leur exact opposé, puis rentrer chez eux, inconscients ou niant les dommages collatéraux que leurs amours d'une nuit, d'une vie pouvaient causer. Nommé. La terre promise. 3 ans ont passé. Marie, le chirurgien et les enfants sont restés là, dans le coma du quotidien où chaque jour est chassé par le lendemain. La stabilité apporte un bonheur relatif. Le chirurgien, pourtant, n'y a presque pas droit. Toute la journée, il torche les vieux en gériatrie. Il ne se sent plus médecin, il lave les patients que l'on ne veut plus soigner. Il porte sur lui l'odeur de la merde, même après la douche qu'il prend le soir pour oublier qu'il pue le vieux. Jamais il ne se plaint, cependant. Il se lève tous les matins et revient en traînant sous ses talons le parfum de la tombe, celui de ceux que nul ne visite. Le mercredi, il cuisine toujours la même viande, et ce mercredi-là n'est pas différent. Alors qu'il regarde les steaks hachés bon marché fondre de moitié et se répandre en exhalaisons de graisse dans la poêle ronde, il réfléchit. Il les décolle distraitement avec le bout d'une longue cuillère qu'il ne peut s'empêcher de porter à sa bouche et de lécher de temps en temps. Les jus de viande pénètrent dans le bois et lui donnent un goût rugueux et fumé. Il vide l'huile de viande, augmente un peu le feu, puis ouvre la fenêtre, dérangé par les accents insistants du dîner. Il s'interroge sur cette viande à peine animale qu'il n'aurait pas les moyens de se payer sans les hommes supplémentaires de Marie. Il se souvient, des années plus tôt, d'avoir paraissé dans une bijouterie du centre de Madrid, en choisissant des boucles d'oreilles de grenat et de jade qu'il avait offertes à Marie, pour se faire pardonner de ne pas l'avoir appelée tous les jours, et pour la voir rougir de plaisir quand elle déballerait le ruban autour du paquet. En attendant que l'employé dépoussière l'écrin et noue les tissus autour de la boîte, il avait joué avec des boutons de manchette, et après quelques minutes, s'était décidé à acheter un modèle en galucha dont il n'avait pas besoin. Il n'avait pas regardé le prix, il avait sorti machinalement sa carte de crédit et ajouté les babioles à son achat de l'après-midi, récompense presque méritée de son voyage d'affaires. Les projections de Graillon lui picotent la main, feu d'artifice domestique sans éclat. Il racle l'entier adhésif avec son souvenir, essaye de dégager de sa mémoire ce vestige d'une époque où compter lui aurait semblé ridicule. La porte couine derrière lui. Marie rentre, bras et jambes emmêlés d'enfants. Fatty, la première, docile, un air grave d'adulte sur son visage rond. Le baiser de Marie ne le déride pas. Il a couvert la poêle d'un cercle en aluminium et s'apprête à drainer les pâtes dans l'évier. Elle emmène les enfants dans le salon pour le laisser encore seul. Un bulbe de vapeur d'eau se dégage des pâtes et se condense rapidement, goutte sur ses mains. Le fer de la passoire le brûle sans le faire lâcher. Sa mémoire le rend amer. Faire le bilan en égouttant des pâtes a quelque chose de dérisoire qui le fait sourire malgré lui. Pourtant, la rétrospective grave les comparaisons comme des sentences dans l'espace confiné et désormais humide de la petite cuisine de Bobigny. Il se voit, lui, avant. Un homme qui fait des notes de frais et des conférences, qui répare la magie des humains et sauve leur mécanisme. Un type bien, drôle, respecté. Le genre de mari responsable qui sait vivre sans y penser. Maintenant, il ne veut pas se voir. Il s'ignore pour se supporter. Que reste-t-il du chirurgien, de l'homme important d'Afrique qui aimait tant le whisky? Une bribe d'avant, un père encore, pourtant. Il pense à Madrid, au nombre de steaks hachés gras qu'il pourrait acheter avec la somme dépensée pour acquérir les boutons de manchette en cuir de poisson. À cette époque où il s'ornait de chair pour se rendre beau, avant de devoir manger. À table, personne ne s'étonne plus de l'absence d'Amélie. Quand il arrive enfin, il affiche une moue dégoûtée devant son assiette.
incapable de comprendre la valeur du repas, de goûter le sacrifice de son père qui s'incarne dans ses formes carbonisées de barbac et d'huile de sang. Le chirurgien mastique et pense à ce fils distant qui ignore ce qui lui reste d'autorité, ce petit con qui ne parvient pas à cacher le privilège de sa naissance, malgré sa taille plus fine et les cicatrices de combat qui couvrent ses bras. Il reste à ses yeux l'amoureux des bonnes, l'aîné capricieux et suffisant. Il sait néanmoins que le quotidien de leur nouvelle réalité le transforme peu à peu. Il voudrait lui avouer que lui aussi trouve leur sort injuste, que lui aussi regrette le fameux temps de Conakry, mais il doit tenir sa figure de père. Alors il se concentre et essaye d'écouter Fatih raconter sa journée, crispé et fatigué par les piaillements des enfants. Il craint le soir, qui annonce la nuit, et le force à coucher à côté de Marie son corps qu'il ne reconnaît plus. Les draps ne cachent pas ses muscles usés et amaigris. Chaque jour, la tente dressée par l'angle de son genou se fait plus pointue. S'il est triste, souvent, il est rarement honteux. Certes, on ne lui parle pas comme à l'homme qu'il était autrefois, parfois à peine comme à un homme. L'amour de Marie, sa façon de le regarder encore, lui permettent de continuer à vivre. Ce soir-là, Amadi ressort et rentre tard, trop tard pour voir ses frères et sœurs s'endormir les uns après les autres. Il ne prend pas la peine de répondre aux interrogations de sa mère. Le chirurgien ne le regarde même pas. Devant la télévision, il se masse le cou, souffle, s'arrête et réalise qu'il a désormais peur pour Amadi. 4 jours plus tard, un dimanche, Adama fête ses 3 ans. Amadi a 15 ans. Sa moustache a poussé sur son visage, assombrit sa lèvre et amoindrit le volume de sa bouche d'adolescent. Il est grand et mince, sec comme un gymnaste. Il a traité Fatih de connasse au-dessus du gâteau. Marie l'a sorti de la pièce et il a obéi. Elle lui a dit qu'aucun fils à elle ne traiterait jamais les femmes comme ça, et qu'il y a des mots qu'on n'utilise pas. Le chirurgien est resté silencieux. Il a joué avec les ballons et les assiettes en carton plastifié aux couleurs chimiques. Sur le palier, Marie attend des excuses de son fils, qui la dépasse désormais de plus de 20 cm. Il a les traits durs, ses pommettes prononcées le font ressembler à son père. La clarté de sa peau le rapproche de sa mère. Attendri, Amadi penche la tête, demande pardon d'un haussement d'épaule. Il rend à sa mère sa tendresse, accepte de rentrer et d'ignorer sa sœur. Adama se colle à lui et pose sa tête contre son bras. Amadi ne se défait pas de son étreinte. Autour du bloc 27, les jours se ressemblent et se suivent, dans une apnée qui voit les enfants grandir et le temps glisser sans accroc. La boulangerie à l'enseigne défoncée qui préside la rue principale de la cité est le nouveau terrain de la fraternité. Elle a délaissé la cage d'escalier d'Arthur parce qu'elle pue la pisse et que les têtes de seringues percent parfois les bords incertains et entoilés des chaussures. Ainsi la vie continue, semblable, parfois heureuse. Merci. Alors dans vos lectures, je trouve qu'il ressort quand même le poids des relations familiales en fait, dans cet exil que vivent les personnages, donc, chacun d'une manière particulière, je vous laisserai en discuter ensuite. Le rôle, finalement, ce qui leur donne leur identité, c'est leurs liens familiaux et ou la difficulté, l'absence justement de ces liens familiaux. Donc j'aurais aimé qu'on puisse en parler un petit peu, le rapport à la mère dans tous les enfants dispersés et le rapport au père, le premier qui tombe. Oui, en fait, c'est des histoires de transmission heurtée, avec pour ce qui est de mon roman, Tous les enfants dispersés, une mère qui a tenté de faire au mieux en élevant seule ses 2 enfants, Blanche, donc, qui est métisse, et puis Bosco, son 2e enfant qu'elle a eu avec un autre Rwandais. Et quelque part, elle a enfermé Blanche dans une identité parce qu'elle l'a eu avec un Français et elle lui a donné ce prénom de Blanche qui est très très symbolique parce qu'elle a complètement intégré la mère Immaculata à laquelle, dans l'extrait que j'ai lu, la fille s'adresse, a grandi au Rwanda au lendemain des indépendances et elle est dans un lycée tenu par des blanches
Et elle a vraiment eu cette image que ce qui était occidental, ce qui était blanc, ce qui venait d'Europe était forcément mieux. Et elle a complètement intégré cette domination-là. Et le jour où elle se marie avec un Français, où elle a cet enfant, elle a l'impression que c'est comme une sorte d'ascension sociale. Sauf que les choses ne se passeront pas comme prévu, qu'il va y avoir un peu comme dans ton roman, une sorte des gringolades sociales et puis un jugement de la société. Et malgré tout, elle va quand même s'accrocher à certaines choses et notamment, elle va continuer à renvoyer à sa fille qu'elle n'est pas complètement juanaise, qu'elle n'est pas complètement noire, qu'elle est blanche, et donc, mais en croyant bien faire. Mais sauf que plusieurs années plus tard, Blanche, elle, a une sorte de ressentiment et qu'elle va justement essayer de se dégager de cet enfermement-là. Et quand elle rencontre Samora, qui est un autre métis, mais qui lui, je dirais, c'est presque son négatif, comme elle dit, parce que lui est métis mais a grandi en France avec une mère blanche qui elle, n'a pas essayé quoi que ce soit, si ce n'est de l'élever seule, mais auquel toute la société, dans ce Médoc un peu rural, va lui renvoyer qu'il est noir, mais lui aussi a à se battre contre ces assignations. Et je dirais que l'histoire de mon roman, c'est l'histoire de personnes qui essaient de se construire une identité choisie, heureuse ou malheureuse, avec tous ces éléments-là. Par rapport aussi à ce qu'ont pu subir leur mère, de la part de la société. Je pense que ça même si c'est une histoire différente, ça renvoie aussi à ça, quoi, à ce qu'il y a dans ton roman. Ouais, ça renvoie, je pense qu'il y a un parallèle qui est assez évident, et ça renvoie à mon roman. Et dans Le Premier qui tombera, moi, ce qui m'a intéressée, c'est aussi c'est tous ces non-dits qu'il y a entre Amady et son père, et c'est toute cette incapacité à se comprendre d'un côté ou de l'autre. Toutes ces occasions manquées de se dire son amour, ces occasions manquées pour le père, de parler de ce sacrifice qu'il a fait, de peut-être amener ses enfants à comprendre. Et Amady qui réussit pas à avoir ce père qui tombe, qui réussit pas à avoir ce père qui perd de sa superbe, et qui réussit pas à avoir ce père qui souffre. Et en fait, ce qui m'intéressait aussi, c'était quasiment ce huis clos familial dans lequel est enfermé Amady et qui est une sorte de prison et en même temps son seul soutien. Et pour moi, c'était le bon endroit où explorer ce qui se passe quand tu pars d'un endroit dont tu ne sauras jamais, et c'est ce qu'il ressent, pour arriver quelque part qui ne t'acceptera jamais. Et en fait, c'est toutes ces marges de manœuvre tronquées, c'est toutes ces limbes que je trouve très belles et que je trouve très très intéressantes, parce que c'est réussir à traiter, et là par le thème de l'exil, comment entre deux limites, il y a une multitude de sentiments, il y a une multitude de beautés, parce que dans cette histoire, et dans le rapport entre le père et le fils, ce qu'il y a, c'est aussi toute cette tendresse qu'il y a de deux côtés, toute la tendresse du père qui a donné toute sa vie, et qui en fait ne vivra que pour ses enfants. Et certes, il réussit jamais à arriver et à se dire je fais le deuil d'une vie avant pour pouvoir en recréer une ici, mais il porte la famille, et il porte la famille avec la main dans cette espèce d'histoire d'amour extrêmement belle, et qui pour moi est la seule qui est lumineuse dans le livre. Et Amady, en fait, c'est son incapacité à devenir autre chose que le petit gamin gâté, le petit gamin chéri de son père. Et en fait, à chaque fois qu'il agit comme un débile, à chaque fois qu'il agit en insultant, en fait, ce sacrifice, il confirme le fait que son père a réussi un peu à le protéger. Et c'est ce qui m'intéressait, en fait, toute la tendresse dans finalement la douleur. Et c'est vrai que c'est le paradoxe de ce rôle assigné d'aîné, d'enfant, l'enfant chéri, qui finalement est comme un piège qui se referme sur Amady, parce que finalement il reste enfermé là-dedans et il a besoin, moi c'est l'impression que j'ai eu tout au long du livre, du coup, de tomber sans cesse toujours un peu plus bas pour finalement finir peut-être par se rendre compte qu'il n'est pas seul, et que c'est peut-être en ouvrant les yeux sur les autres, sur les autres membres de sa famille, qu'il va pouvoir réussir à faire autre chose que continuer à tomber, en fait. Pour moi, ce rôle d'aîné, en fait, il est très important, et pour moi, c'est son fardeau et son excuse. À chaque fois qu'il va se planter, à chaque fois qu'il va pas prendre une main tendue, ça va être parce que toute la pression autour de moi, je suis le chef de la lignée, je suis la personne qui doit prendre en fait la succession de mon père, et ça l'empêche de voir qu'à chaque fois ses sœurs sont là pour lui, ça l'empêche de voir qu'en fait sa famille le rattrape, que ses amis le rattrapent, qu'à chaque fois qu'il tombe, toutes ces personnes en fait qui sont là pour le supporter, qui sont là pour l'aider, qui sont là pour le relever. Et d'un autre côté, c'est ce fardeau, et ce fardeau, c'est l'héritage du père. C'est le père qui lui dit, maintenant c'est à toi de protéger tes frères et sœurs, qu'il le fait par maladresse, qu'il le fait parce qu'il se rend compte qu'il ne pourra plus le faire, qu'il le fait par peur pour sa famille, et qu'il le fait aussi pour valoriser Amady.
Et en fait, c'est cette dichotomie entre quelque chose qui te définit et un peu comme dans ton livre, on te met une définition, on te met une identité que tu n'as pas demandé, et après on te dit débrouille-toi avec ça. Et en fait, Amady, tout le long, il se débat avec ça. Il ne sait pas quoi faire, parfois il la rejette, et parfois il l'embrasse, et parfois il l'utilise comme cette excuse pour en fait faire les pires bêtises de sa vie. Et c'est toujours lié avec ce qu'on t'assigne, et jouer avec ça, et de se débattre dans une identité qu'on te donne. Mais la particularité de l'exil aussi, et je pense que c'est ce qui se passe pour... alors, toi, ça va être Amady, ses parents, moi, ça va être plus Blanche avec Samora, une fois qu'ils ont un enfant qui naît en France. C'est que, quelque part, ce qui était de l'ordre de la chaîne de transmission depuis toujours, où on faisait comme ses parents, dans un cadre qui était celui du pays d'origine, une fois qu'on est dans un autre pays, dans un autre cadre, quelque part, toutes ces valeurs, toutes ces clés de fonctionnement ne sont plus opérationnelles et qu'il faut réinventer. Mais en étant à la fois constamment sur une ligne de crête avec les deux côtés qui vous renvoient que vous ne leur appartenez pas plus ou que vous ne leur appartiendrez jamais, et néanmoins avec ça, et donc sans plus avoir le soutien de la famille, de la communauté, de ce qu'on était avant, avancer et transmettre quelque chose de l'ordre d'une liberté à l'enfant qui naît ici. Et c'est extrêmement compliqué, et le personnage de Samora, il correspond au personnage. Il est arrivé jeune en France, Samora est née ici. Blanche, elle arrive en France, elle est déjà adulte, elle est jeune, c'est une jeune femme, mais elle sait d'où elle vient, elle a des racines quelque part qui sont très puissantes, et elle a une langue, et donc c'est là-bas qu'elle retournera, et c'est à ça que pourra s'ancrer aussi son fils qui naît ici. Et cette richesse-là, souvent, elle est perdue pour ce qu'on appelle, j'aime pas tellement ça, parce jusqu'à quand est-ce qu'on est immigré, ce qu'on appelle deuxième, troisième génération. À un moment donné, il faut pouvoir aussi dire je suis d'ici et je ne me réclame que d'ici, mais c'est vraiment cette différence-là que j'ai fait entre moi ces deux personnages-là. Et si je peux rajouter quelque chose, il y a aussi toutes ces identités de deux côtés, et il y a aussi l'identité fantasmée de la famille. Une des plus grandes blessures d'Amady, moi dans le roman, c'est que son père, en fait, avant, quand il est en Guinée, et toute son enfance, et même avant qu'il arrive, lui dit « mais tu vas voir, par exemple, l'école française, c'est la meilleure du monde ». Lui est passé brièvement pendant ses études, et il est très attaché à liberté, égalité, fraternité. Son père, il a une image de la France absolument merveilleuse. Et la première fois qu'il arrive à l'école, il se rend compte qu'en fait, c'est pas ça. Et il prend tout en pleine figure. Et il y a aussi ça, il y a aussi dans l'idée toute la fraction familiale qui vient de se confronter aux fictions des parents. Et d'avoir en fait cette douleur de se dire je peux plus croire à rien, je peux même plus croire à ce que je vois, je peux pas croire à ce que me dit ma famille, je peux plus croire à rien. Et c'est cette énorme détresse qui vient avec cette solitude, de te dire mon expérience est unique, je peux plus faire confiance aux personnes qui avant me donnaient une sécurité. Et en même temps, il dit pas à ses parents que ça s'est mal passé, justement. Il ne veut pas décevoir, ouais. Je pense qu'il y a ce côté de tendresse, de se dire j'ai pas été à la hauteur du rêve familial. Et en fait, il y aura toujours c'est lui, si j'ai été mal accueillie, il doit y avoir quelque chose qui est de ma faute. Et l'histoire d'Amady, c'est une histoire de quelqu'un qui prend des mauvaises décisions, mais en fait, ce qu'on peut voir aussi, moi ce que je vois, c'est quelqu'un qui se punit, et qui se punit tout le temps, d'avoir l'impression de ne pas être à la hauteur du sacrifice parental, de ne pas être à la hauteur de ce que ses parents ont espéré pour lui, et de ce que les parents ont voulu lui imposer par tous leurs espoirs, et par tout leur amour en fait. C'est ce fardeau d'amour et c'est ce fardeau d'ambition avec lequel il se débat un peu tout au long du monde. Et c'est vrai qu'on a un petit peu la même chose dans ton livre, mais les deux personnages en fait, Blanche et Immaculata, vont apprendre à s'accepter telles qu'elles sont. Le regard de la mère va évoluer sur la fille, et le regard de la fille va évoluer sur la mère, et parallèlement, petit à petit, en fait, va se construire très progressivement cette réconciliation. Et elle va être notamment permise justement par la naissance aussi du petit-fils qui lui aussi se trouve porteur de l'histoire familiale, mais du coup, l'idée, c'est que cette histoire ne soit plus vraiment un fardeau, en fait. Il y a vraiment ce proverbe qui est central dans le roman, qui est un proverbe rwandais, le Kinyarwanda, qui est la langue de
tous les Rwandais et toutes les Rwandaises, est une langue qui est très très riche de proverbes, et celui-ci qui dit « Mutemere wishavuni », j'ai aussi le cou et le couvercle du chagrin. Donc il y a beaucoup de silence dans cette famille, beaucoup de choses qui ne se sont pas dites, parfois en pensant protéger, un peu comme dans ton roman. Et à un moment donné, moi, ce que je voulais, c'est que mes personnages arrivent à soulever le couvercle du chagrin et à ramener la parole. Et évidemment, la littérature prend un rôle, mais pour ramener la parole, il faut que cet enfant-là, qui est né de l'autre côté du désastre, puisse connaître l'histoire, puisse connaître d'où vient sa mère, et puisse avoir quelque chose de vraiment apaisé. À un moment donné, c'est chercher l'apaisement, même si la société, c'est pas la société qui accueille, c'est pas la société qui donne cet apaisement, mais la mère va vraiment se battre pour lui donner ça. Et en fait, en faisant cela, elle recrée aussi le lien avec la grand-mère. Elle apprend à s'apaiser elle aussi. Elle apprend, oui, c'est ça. Il y a vraiment l'idée que ce n'est qu'en allant bien elle-même et en étant en paix avec son histoire qu'elle pourra offrir ce chemin-là à son enfant. Et finalement, c'est ce qui se passe avec le lien avec Immaculata, parce que là, à un moment donné, c'est même la parole qui a disparu chez la grand-mère. Elle n'arrive plus à parler. Le chagrin est très très fort. Et quelque part, c'est quelles que soient les relations entre les pays, quelle que soit la diplomatie, quelle que soit la grande histoire finalement, parce que c'est une famille qui a été heurtée par la grande histoire. Oui. Et contrairement pour le coup à ton personnage, enfin aux parents en tout cas, il n'y a pas forcément d'imagination d'une France absolument merveilleuse, puisque la première fois que Blanche retourne au Rwanda, elle se retrouve face à son frère Bosco, qui lui a été soldat et qui lui renvoie ton pays, la France, ce que vous avez fait au Rwanda, et donc il est vraiment dans un rejet. Et donc elle porte aussi, malgré elle, la culpabilité de la France, de la politique française au Rwanda, et ça sera quelque chose qu'elle ne parviendra pas à résoudre avec son frère, malheureusement. Mais pour le petit-fils, ça sera aussi de l'emmener voir le pays, de voir d'autres choses, et puis de porter complètement ces deux identités, rwandaises et françaises, de façon apaisée, au moins au niveau de la famille, en attendant que ça s'apaise au niveau des pays. Et ça passe effectivement, pour le coup, par ce que j'appelle la résurrection des mots, mais c'est par la littérature, par les littératures, et par des figures qui ne soient pas uniquement dans quelque chose de revendicatif ou de militant, même si le père Samora, qui donc a choisi cette identité noire très forte, a décidé que son fils allait s'appeler Stockley, en référence au leader des Black Panthers, Stockley Carmichael, qui, après avoir été chez les Black Panthers, est quand même allé s'installer avec Myriam Makeba, sa femme. Après, ils se sont séparés, mais en Guinée-Conakry, a fini sa vie là-bas. Donc ça fait le lien entre, puisque tes personnages sont originaires de Guinée-Conakry, à l'époque où c'était vraiment le panafricanisme, où, au lendemain des indépendances, il y avait quelque chose de très très fort qui se vivait à ce moment-là. Et donc, appelle son fils Stockley, on veut en faire un prolongement de lui, de cette rage. Et finalement, parce que la mère va choisir des chemins de travers, ça va passer par la littérature, par la musique, et par cette liberté-là, il y aura quelque chose de plus apaisé pour l'avenir. Et finalement, on a l'impression que c'est c'est presque les derniers nés qui s'en sortent mieux, les dernières générations qui apprennent à mieux gérer en quelque sorte le poids de cette histoire. Puisque bon, là c'est Stockley, alors quand même beaucoup avec l'aide de sa mère et de sa grand-mère qui se reconstruit. Dans ton livre, c'est Aminata qui va aussi tendre la main à son frère. Je pense que oui, il y a cette beauté de se dire, pour moi le livre c'était, le grand thème c'était avoir le droit de rejouer. Et en fait, Amady, toute sa vie, il va se planter et avoir le droit de rejouer. Cette dernière chance, qu'on voit comme une dernière chance, ce dernier espoir, il vient de la petite sœur. Pour moi, c'est parce que c'était un personnage absolument lumineux et que je suis intéressée par l'idée de tu peux guérir même au sein d'une même génération. Les histoires de famille, les histoires peuvent guérir. On peut soigner des blessures énormes, on peut soigner des blessures d'exil, on peut soigner des blessures d'identité
Et il y a la beauté de se dire, c'est jamais trop tard. Il suffit d'un jour, il suffit d'une occasion qui ne manque pas pour qu'il y ait une résolution. Et moi, je crois vraiment à ça, et je crois à ça à travers le livre. Le personnage d'Aminata, pour moi, c'est un de mes préférés, parce qu'elle est toujours là dans une lumière, parce que ce qu'elle fait, c'est qu'elle vit sa vie. Elle vit sa vie en n'ayant quasiment pas connu le poids des parents, et elle vit sa vie juste en étant elle-même. Elle se pose très peu ces questions. Nata, elle fait ce dont elle a envie, comme beaucoup des filles d'ailleurs qui réussissent plus à le faire parce qu'elles ont moins cette pression, peut-être parce qu'elles ont moins... on leur colle moins d'identité, on leur colle moins de violence du quotidien, et donc du coup, c'est l'angoisse de devoir s'en sortir encore plus par soi-même, mais aussi cette liberté de s'autodéterminer. Et en fait, Aminata, c'est ce qu'elle fait en dehors du jugement, c'est quelqu'un de très progressiste, c'est quelqu'un de... Et son frère, elle lui rentre dedans, mais elle lui rentre dedans... naturellement, juste avec sa joie de vivre et avec ses choix et avec ses mauvais choix. Et lui, par cette protection et par cette énergie qui lui insuffle, il réussit à se reconnecter à la vie et à se reconnecter à sa vie propre, en la voyant et en fait en prenant exemple sur elle. Et puis pour Amadi, c'est aussi cette thématique de cette paternité qu'il voulait et en fait qui ne viendra jamais, à laquelle il renonce parce qu'il se sent pas prêt, mais qu'il a avec cette sœur qui a grandi quasiment son père. Et en fait, c'est la suite de ce thème de la filiation et de ce thème de prendre soin d'eux et de renaître par l'enfant. Oui, et puis finalement, elle semble mieux s'en sortir que lui aussi. D'ailleurs, les personnages féminins, globalement, semblent mieux s'en sortir finalement. Dans ton livre et dans le tien également, parce que des personnages masculins, que ce soit le père un peu effacé, Samora qui échoue un peu à renouer avec ses origines, même s'il fait plein de tentatives en fait. On a vraiment l'impression effectivement que les femmes soit finissent par prendre leur histoire à bras-le-corps, ou en tout cas ne s'en encombrent pas. Moi, je ne suis pas essentialiste et donc je pense vraiment que c'est aussi la question de la société, la question de la construction de la masculinité dans un sens de... que ce soit quand on est dans les pays d'origine, de l'homme qui doit être fort, qui doit prendre en charge, qui doit être celui qui... ou, dans l'autre sens que tu disais, ça peut être aussi les corps immigrés aujourd'hui dans la société française. Est-ce qu'ils n'ont pas plus de représentation qui leur colle à la peau concrètement et qui sont d'une très grande violence parfois, et donc c'est aussi la société qui rend parfois possible... En leur mettant moins de pression, cette liberté-là des femmes. Ça n'empêche aussi qu'après, c'est des destins individuels. Mais moi, je tenais justement à ce que la troisième génération dans le roman, dans la quatrième en l'occurrence, ça soit un garçon, justement. Parce que cet enfant-là grandit aussi, justement, sans ce carcan de la masculinité, de tu dois être comme ci, tu dois être comme ça. Et peut avoir cette liberté-là. Et je ne pense de toute façon qu'on peut y arriver que si on déconstruit et ces carcans du féminin et du masculin et qu'on laisse la liberté aux uns et aux autres, aux unes et aux autres, d'être soi. Finalement, Stockley est complètement à l'opposé de Bosco, en fait. Stockley est l'opposé de Bosco et justement moi je suis moins optimiste. Bosco ne s'en sort pas. Je voulais aussi montrer un personnage qui n'y arrive pas, qui ne s'en sort pas et pour qui ça va être tragique justement parce que et les silences et les expériences violentes pour lui de la guerre et d'avoir vu, il libère le pays avec l'armée en arrivant dans les collines où le génocide vient d'être commis et ce choc-là finalement parce que dans l'armée on n'en parle pas parce que les hommes ne doivent pas, il y a un proverbe chez nous qui dit que les larmes de l'homme doivent couler vers l'intérieur, on ne doit pas voir les larmes de l'homme. Donc cette impossibilité de dire sa détresse va passer d'abord par l'alcool et puis ensuite ça va être un geste fatal. Donc c'était aussi de dire voilà, si on n'a pas les conditions, parce qu'on parle tout le temps de résilience, c'est devenu ce terme tellement, il y a une injonction à la résilience qui est aussi très pratique parce que c'est une injonction très individuelle, tu dois t'en sortir tout seul finalement. Mais s'il n'y a pas les tuteurs, s'il n'y a pas une société qui permet, s'il n'y a pas des personnes autour qui permettent, et ben, à un moment donné ça casse. Oui, c'est vrai que du coup c'est un peu de ça qu'Amadi est victime aussi, même si c'est pas exactement dans le même contexte.
Il est victime de ça, ouais. Le thème de la masculinité toxique dans ce livre, dans le mien, il est aussi très très présent, et ça vient même du père qui est cette figure, mais qui en fait refuse d'abandonner son statut, c'est la même chose, et qui ensuite fait peser sur son fils ce poids-là. C'est un thème qui est très très présent, et c'est pour ça que dans mon livre, en tout cas, les femmes ont quasiment le monopole du réel. En fait, elles sont très peu dans ce qu'elles devraient être, et très dans ce qui est, et comment tu réagis. Et je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis sur la résilience, parce que c'est vrai qu'il y a une très grande injonction à ça, et c'est devenu la chose qui est la plus belle, la chose qui... Et dans mon livre, c'est des gens qui sont en colère, parce qu'en fait, la vie les traite mal. Et à trop prêcher la résilience, t'oublies que la colère est légitime, et t'oublies qu'en fait, en l'exprimant, on la sent sortir, et parfois violemment, c'est ce que font parfois les frères et sœurs, etc. C'est aussi une manière de s'en sortir, une manière de la sortir, et de revenir à toi, et de revenir en fait à réussir à vivre sa vie en s'affranchissant d'identité, de carcans et de schémas. La résilience est devenue, je dirais, presque une excuse pour ne pas faire preuve de solidarité, pour ne pas offrir de l'espoir à une société. Donc, et donc dire tais-toi. Ouais. Oui, tu peux t'en sortir tout seul, regarde, mais c'est presque une américanisation de la société. Tout le monde peut y arriver. Non, en fait, non. S'il n'y a pas le cadre social où il y a des gens qui n'y arrivent pas. Et c'est une fausse excuse aussi, c'est dire mais regarde, quelques personnes s'en sortent dans ce système-là. Donc c'est que c'est possible, alors qu'en fait c'est fait pour ça, c'est fait pour que quelques personnes s'en sortent et pour pas qu'on voit que c'est fondamentalement le tokenisme. Il y a une personne qui est là et va représenter les autres, et du coup ça veut dire que tout le monde Et surtout que finalement, Amady, il s'en sort quand même, je veux dire, il s'en prend plein la figure, il vit plein de choses difficiles, mais après, il arrive toujours quand même à rebondir un peu, à retrouver un travail, Mais ça prend une force titanesque, et ça prend la force, et ça prend sa force, et ça prend la force de tous les autres aussi. Oui. C'est-à-dire qu'Amady, il est porté par une famille, il est porté par des amis, et puis Amady, à la base, c'est un enfant privilégié. C'est ça qu'on oublie, en fait. Il est né dans une très grande famille, une famille qui est très très éduquée, et voilà, et c'est ça qui m'intéressait aussi, c'était de choisir, de parler un peu différemment du thème de l'exil et de quitter son pays, avec une famille qui était très aisée, parce qu'on voit rarement ces représentations. Et pour moi, c'était important de se dire, mais en fait, parfois, les circonstances changent. L'histoire de la famille d'Amady, c'est les circonstances ont changé et ils ont dû s'adapter, et c'est ça, comme ça. Et c'est, ce que je voulais, c'est que tout le monde puisse se mettre à la place de cette famille, en disant, tu peux avoir tout, puis avoir rien, et tout va avec, et en fait, Amady, c'est ces circonstances qui pèsent sur lui. Il aurait été beaucoup moins mal jugé, il aurait eu beaucoup moins de mal dans d'autres circonstances, c'est ça que ça critique en fait, c'est un certain mensonge de liberté, égalité, fraternité, et c'est de dire oui mais quand même il a eu beaucoup de chance. Bah oui mais beaucoup moins d'autres. On a dit, son destin il est tragique, je voulais écrire. Mais c'est ça, c'est parce qu'il a cru qu'il avait beaucoup de chance au début, qu'il s'en est jamais remis quelque part, enfin, du fait que les circonstances avaient changé. Je pense qu'il y a de ça, mais c'est aussi l'histoire de... Il n'a jamais été accueilli, en fait, devoir constamment se justifier qui on est, justifier son histoire, c'est épuisant. C'est l'histoire d'un homme épuisé et qui arrive et qui n'est pas résilient. On m'a dit, il n'est pas résilient. Il se dit jamais, il faut que je sois bien éduqué, bien sympa, il faut que je fasse tout bien, parce qu'il n'est pas né avec ça, il ne réussit pas à faire tout bien. Il n'a pas ça. Et c'est une pression injuste de devoir être parfait pour réussir. Oui, tout à fait, c'est ce qui fait son drame en fait. C'est ce qui fait son drame, mais en fait je pense qu'il refuse, et moi c'est pour ça que je l'aime bien, il refuse le côté crache pas dans la soupe. Il refuse ça, il veut juste être lui-même.